À ce moment, forcément, elle ne comprend pas trop la demande. La femme arrive dans le lobby de l'hôtel complètement paniquée. À ce moment-là, c'est la panique à bord. Vous connaissez la chanson maintenant, j'ai demandé à mes abonnés qui travaillent dans tous les secteurs du luxe de me raconter leurs pires expériences avec des clients et je peux vous assurer que cette fois-ci, toutes les anecdotes étaient plus folles les unes que les autres et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Première anecdote, c'est celle d'une de mes abonnées qu'on va appeler Julie. Julie nous raconte qu'elle travaille aux États-Unis à San Francisco, au SAV d'une joaillerie très connue puisqu'il s'agit de Tiffany & Co. Julie nous explique qu'il s'agit quand même d'une très grande boutique puisque c'est tout simplement le 3e plus grand flagship des États-Unis. Dans cette boutique, on retrouve toutes les catégories, donc la joaillerie, l'or, le diamant, etc. Mais également une partie qui est consacrée aux collections éphémères, exclusives, privées, etc. Julie nous explique qu'un samedi à sa boutique, c'est vraiment le rush et qu'aucun conseiller de vente n'est disponible. Et elle nous explique que quand c'est comme ça et que tous les vendeurs sont occupés, elle peut être amenée à venir travailler sur le floor en vente. Ce jour-là, on lui demande de se rendre au 2e étage sans plus d'informations en lui indiquant qu'une cliente est à la recherche d'un collier en argent. Julie se présente donc à la cliente qui lui explique qu'elle a une requête assez particulière. Julie ne se formalise pas, elle travaille en boutique de luxe et elle a l'habitude des demandes particulières. Quand finalement la cliente, après plusieurs hésitations, finit par lui expliquer qu'elle recherche un collier pouvant accueillir des cendres. Julie explique qu'à ce moment-là, elle est littéralement livide mais qu'elle ne laisse rien transparaître à l'extérieur parce que comme toujours en boutique de luxe, il faut rester professionnel. Elle précise quand même que sur le moment, elle se demande bien quel type de cendre une cliente peut bien contenir dans un collier mais qu'elle se retient de poser la question. Perso, moi à sa place, je pense que j'aurais été mitigée entre amusée et complètement terrorisée. Après le choc de l'annonce de la cliente, Julie continue en nous expliquant qu'elle décide d'agir comme si la demande était complètement normale, qu'elle fait un petit tour dans le magasin et que soudainement elle pense à un collier qu'elle décide de montrer à la cliente. Ce collier, c'est celui de la collection Elsa Peretti pour Tiffany & Co. À la base, il n'est pas censé accueillir des cendres d'après ce que Julie m'a expliqué. Selon Julie, il est aussi censé pouvoir contenir d'autres choses, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment légal. Elle conclut en nous disant que la cliente décide finalement d'acheter le collier pour pouvoir y mettre ses cendres et que jusqu'à maintenant, elle se demande si c'était pour accueillir les cendres de son mari ou de son chien. Julie rajoute pour clôturer l'histoire et pour bien préciser le contexte, ce collier n'est pas du tout censé et n'a pas été designé pour recueillir des cendres, mais étant donné que c'était le seul article de la boutique en forme de bouteille avec un bouchon, c'est pour ça qu'elle l'a proposé à la cliente. Perso, moi ma question, c'est comment elle a réussi à mettre les cendres dans une si petite bouteille. Je pense que ça, on ne le saura jamais. Autre anecdote, c'est celle d'une de mes abonnées qu'on va appeler Léa. Léa nous explique qu'elle travaille en boutique chez Louis Vuitton, mais qu'avec le temps, elle s'est habituée aux anecdotes les plus farfelues les unes que les autres avec des clients, mais que celle-ci l'a carrément laissée bouche bée. Léa nous raconte qu'un jour, une de ses collègues vient la voir un peu paniquée en lui expliquant qu'une cliente à la boutique demande à être servie uniquement par un manager ou un responsable parce que selon ses mots, c'est une personnalité très riche et très connue. Léa continue en nous expliquant qu'elle est fortement intriguée et qu'elle se dirige donc vers la cliente qui, à sa grande surprise, lui est totalement inconnue. À ce moment, forcément, elle ne comprend pas trop la demande, mais elle se dit que ce n'est pas forcément écrit sur la tête des clients célèbres et elle décide de continuer à la servir comme à sa demande. Léa nous précise qu'elle passe plus d'1 heure avec la fameuse star et son compagnon, qui a d'ailleurs l'air beaucoup plus âgé qu'elle, mais elle n'y prête pas forcément attention. Après une bonne réflexion, la cliente finit par choisir une sélection qu'elle décide d'acheter, alors Léa l'emmène près de l'hôte de caisse et reste non loin pour l'assister. Sauf que là, plot twist au moment de payer, la carte de la cliente star riche ne passe pas. Léa regarde au loin son collègue qui a un regard plein d'incompréhension, qui lui s'acharne plusieurs fois sur la carte en vain, qui ne passe toujours pas. Elle précise également que la carte de la cliente était rayée et n'avait pas de puce, chose qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Après quelques essais, la cliente s'agace et commence à accuser le TPE de chez Louis Vuitton de ne pas fonctionner et son compagnon lui propose donc de payer à sa place avec sa propre carte bancaire. La carte de son compagnon passe sans aucun problème et Léa raconte qu'à ce moment-là, la cliente s'exclame que Louis Vuitton ne l'aimait pas, qu'il était son porte-bonheur et que maintenant, elle ne viendrait jamais faire ses achats sans son compagnon. Léa raconte que jusqu'à maintenant, elle ne sait pas qui était cette star riche et très célèbre avec une carte sans même une puce, mais que jusqu'à aujourd'hui, cette histoire fait beaucoup rire leur équipe dans la boutique.
histoire, c'est celle de Sophie, et Sophie nous raconte qu'elle est brodeuse pour le 19M. En gros, le 19M regroupe plusieurs maisons de couture qui réalisent certains accessoires pour la maison Chanel. Parce que oui, au cas où vous le savez pas, beaucoup de maisons de luxe françaises font appel à des sous-traitants, c'est vraiment assez courant dans le secteur. Sophie nous explique que l'atelier dans lequel elle travaille organise souvent des ateliers participatifs ouverts au public, où les participants peuvent chacun un peu broder sur une œuvre assez grande, mais dont la propriété restera à Chanel. Sophie nous précise que ce qui est super intéressant dans ce type d'atelier, c'est de voir la façon dont chacun brode et puis de créer quelque chose tous ensemble. C'est toujours assez sympa pour les personnes qui participent. Elle précise aussi que ces ateliers sont toujours bien évidemment guidés par elle ou ses collègues, sauf que Sophie nous raconte qu'un jour, son regard est attiré par une cliente qui avait l'air de pas mal s'agiter de son côté de la table. Elle avait l'air quand même très active, donc elle se rapproche pour voir de quoi il en était. Sophie lui demande alors ce qu'elle est en train de faire, ce à quoi la cliente répond sans aucune pression qu'elle était littéralement en train de se faire un joli bracelet Chanel. À ce moment-là, Sophie, elle est bouche bée et elle finit par expliquer à la cliente que les perles qui sont dispensées sont faites pour créer l'œuvre Chanel et non pas pour se faire des bracelets personnels. Sophie conclut en disant que bien entendu son manège n'a pas abouti et qu'elle est repartie sans rien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça dommage que Chanel ou les ateliers qui travaillent pour Chanel fassent des ateliers, mais tu peux repartir avec rien. Genre c'est juste pour l'amour de la couture ou l'amour de la broderie. Je sais que c'est pas bien de voler, je l'aurais pas fait, mais dans un sens je comprends qu'elle ait voulu repartir avec un souvenir. On enchaîne avec une histoire assez particulière qu'a vécue une de mes abonnées qui s'appelle Hélène. Hélène travaille dans un palace étoilé dans le sud de la France et plus précisément à Saint-Tropez. Elle nous précise pour la petite histoire qu'il s'agit d'un château assez ancien entouré par un bois qui fait partie du domaine. Depuis l'immense grille de l'entrée, il y a donc environ 3 minutes de voiture pour accéder au château qui se trouve dans les hauteurs du domaine. Hélène raconte qu'à cette période, elle est affiliée au bar de l'hôtel et que les clients avaient l'habitude d'arriver à l'hôtel l'après-midi. Elle précise que puisque c'était l'été et qu'il faisait chaud, les clients venaient plus souvent que d'habitude directement au bar pour se rafraîchir en attendant que leur chambre soit rendue disponible. Elle se rappelle d'un soir où une famille très atypique était venue sur place. Elle raconte qu'ils étaient tous habillés de manière très sombre, un peu comme la famille Addams. Le couple avait 2 grands enfants adultes et ils parlaient dans un langage très soutenu, un peu comme si c'était un langage d'antan. Hélène rajoute qu'elle avait connaissance de leur chambre et ils étaient logés dans une des tours du château qui sont des chambres qui sont très prestigieuses et très coûteuses. En gros, ils avaient de la thune quoi. Malgré leur accoutrement, elle raconte que les clients sont très agréables le temps de la soirée, malgré le fait que tous les autres clients de l'hôtel ont passé les soirées à les regarder et apparemment il y avait de quoi. Lorsqu'ils finissent leur verre, ils sont accompagnés dans leur chambre, sauf que un petit peu plus tard dans la nuit, la femme arrive dans le lobby de l'hôtel complètement paniquée et commence à expliquer qu'elle ne peut plus dormir dans la chambre parce qu'elle sentait, selon elle, dans cette chambre, des esprits malins et très dangereux. Hélène précise quand même qu'elle n'avait jamais eu de problème dans cette chambre, mais étant donné le lieu, la localisation, la chambre très haute, le château dans les hauteurs, c'est vrai que le domaine pouvait être le stéréotype d'un film d'horreur, mais quand même de là à ressentir des choses, ça elle ne l'avait jamais entendu. Hélène conclut son histoire en nous expliquant qu'étant donné que toutes les chambres du château étaient prises, ils ont dû sous-classer la famille Addams pour surclasser une autre famille qui a passé une très bonne nuit et qui était ravie de son séjour. Dernière histoire, et pas des moindres, pour moi c'est la plus époustouflante et c'est celle de Nicolas. Nicolas nous raconte qu'il travaille pour une conciergerie de luxe à Paris. Au cas où vous ne le sauriez pas, le principe d'une conciergerie de luxe, c'est de fournir tout type de service à tout moment pour les ultra riches. À la base, le principe, c'est de faire gagner du temps et de l'argent aux personnes à la tête de très grosses fortunes parce que souvent, pour arriver là où ils en sont, ils ont souvent pas mal d'obligations et donc très peu de temps. L'objectif de la conciergerie de luxe, c'est aussi de rendre l'impossible possible parce que plus on gagne énormément d'argent, plus les envies sont exigeantes et ce type de clients très fortunés, ils aiment avoir accès à des expériences complètement exclusives comme par exemple un dîner dans un restaurant complet, un billet d'avion sur un vol déjà bouclé, etc. Nicolas explique que ces dernières années, les demandes sur les sacs Hermès, Birkin et Kelly ont complètement explosé, mais il précise quand même qu'il est en contact avec pas mal de personal shoppers, de conseillers de vente Hermès en direct et que le plus compliqué pour lui, ce n'est pas d'obtenir le 10 sacs
sac, puisqu'il a les contacts, mais plutôt de le recevoir à temps, puisque qui dit client fortuné, dit aussi client très pressé et exigeant. Il raconte qu'un jour, un homme d'affaires très fortuné prend contact avec lui et lui demande de trouver pour l'anniversaire de sa femme un Birkin Himalaya incrusté de diamants. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est juste le sac le plus difficile à avoir au monde et surtout le plus cher. L'homme d'affaires précise à Nicolas que l'anniversaire est dans 2 mois et ce dernier lui précise quand même qu'étant donné la rareté du sac, que ça risque d'être compliqué de son côté, mais qu'il fera son maximum pour lui trouver cet article dans les temps. Nicolas nous précise qu'il travaille avec plusieurs équipes à Paris et dans le monde entier et qu'à ce moment-là, il remue ciel et terre pour trouver le dit sac et qu'à peine quelques jours avant l'échéance, il finit par trouver un personal shopper qui accepte de lui vendre le fameux sac. Le sac est donc envoyé le jour même par le personal shopper depuis l'étranger vers Paris et celui-ci lui précise qu'il y aura environ 5 jours pour que le sac arrive sur place, ce qui correspond à la date exacte de l'anniversaire de la femme du client en question. À ce moment-là, Nicolas est soulagé et il décide donc d'appeler son client pour lui annoncer la bonne nouvelle. Sauf que quand il appelle son client, Nicolas déchante complètement car ce dernier lui explique que sur un coup de tête, il a décidé de surprendre sa femme avec un voyage en Italie et qu'ils apprécient tellement l'ambiance qu'ils ont décidé de fêter l'anniversaire là-bas. Donc d'envoyer directement le sac en Italie. Sauf que là, Nicolas est complètement dépité parce que pour rappel, il vient de mandater un personal shopper pour lui envoyer un sac directement sur place à Paris qui arriverait potentiellement le jour de l'anniversaire de la femme. Donc il se demande comment faire arriver le sac de Paris vers l'Italie le jour même. À ce moment-là, c'est la panique à bord. Nicolas rappelle le personal shopper, lui demande si c'est possible de modifier. Le personal shopper lui dit que c'est pas possible de son côté, que sa mission est terminée, que la transaction de son côté est terminée. À ce moment-là, selon ses mots, Nicolas décide juste d'attendre et de prier pour que le sac arrive à temps. Et là, par miracle, le sac finit par arriver la veille de l'échéance, donc la veille de l'anniversaire de la femme de son client. Nicolas explique qu'ils sont obligés de prendre le dernier vol le soir très tard, tout simplement parce qu'il ne restait que ça pour le jour même, qu'il y avait en plus plusieurs escales sur le vol et qu'ils sont partis tellement tard que bien évidemment il y avait du retard sur plusieurs vols et qu'il finit donc par arriver sur place à 3h du matin. Sauf qu'arrivé sur place, forcément le bus qui les attendait à l'heure dite n'était plus là, donc ils ont dû se débrouiller par leurs propres moyens pour arriver à l'hôtel des clients. Nicolas raconte qu'à 4h du matin, qu'il finit enfin par déposer le fameux sac à la réception de l'hôtel et que le lendemain il reçoit le plus beau des cadeaux, les remerciements de ses clients qui lui disent avoir passé le meilleur anniversaire de leur vie grâce à lui. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre anecdote préférée. Moi c'est la dernière je pense, tout simplement parce que mis à part le fait qu'il y a pas mal de caprices derrière, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de romantisme et d'amour. On voit vraiment un monsieur qui est prêt à tout en fait pour l'anniversaire de sa femme et je trouve ça trop mignon. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. En tous les cas, si t'as aimé la vidéo, pense bien à la liker, à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram et TikTok. Et quant à moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.